Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1482. Livre premier, La Grande Salle. Extrait. Il y a aujourd'hui 348 ans, 6 mois et 19 jours, que des Parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picards ou de Bourguignons, ni une entrée de notre dit très redouté seigneur Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de larrons et de larronnesses à la justice de Paris. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, c'était la double solennité réunie depuis un temps immémorial du jour de roi et de la fête des fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au palais de justice. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des 3 endroits désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grande salle du palais, bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai, mal fleuri, grelotter tout seul, sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du palais de justice, parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grande salle. Aux portes, aux fenêtres, aux lucarnes, sur les toits, fourmillaient des milliers de bonnes figures bourgeoises, calmes et honnêtes, regardant le palais, regardant la cohue et n'en demandant pas davantage. Car bien des gens à Paris se contentent du spectacle et des spectateurs, et c'est déjà pour nous une chose très curieuse qu'une muraille derrière laquelle il se passe quelque chose. C'est sur la table de marbre que devait, selon l'usage, être représenté le mystère. Elle avait été disposée pour cela dès le matin. Sa riche planche de marbre, toute rayée par les talons de la basoche, supportait une cage de charpente assez élevée, dont la surface supérieure, accessible au regard de toute la salle, devait servir de théâtre, et dont l'intérieur, masqué par des tapisseries, devait tenir lieu de vestiaire aux personnages de la pièce. Une échelle, naïvement placée en dehors, devait établir la communication entre la scène et le vestiaire, et prêter ses rois d'échelons aux entrées comme aux sorties. Il n'y avait pas de personnage si imprévu, pas de péripéties, pas de coup de théâtre qui ne fût tenu de monter par cette échelle, innocente et vénérable enfance de l'art et des machines. 4 sergents du bailli du palais, gardiens obligés de tous les plaisirs du peuple les jours de fête comme les jours d'exécution, se tenaient debout aux 4 coins de la table de marbre. Ce n'était qu'au 12e coup de midi sonnant à la grande horloge du palais que la pièce devait commencer. C'était bien tard, sans doute pour une représentation théâtrale. Toute cette multitude attendait depuis le matin. Bon nombre de ces honnêtes curieux grelottaient dès le point du jour devant le grand degré du palais. Quelques-uns même affirmaient avoir passé la nuit en travers de la grande porte pour être sûrs d'entrer les premiers. La foule s'épaississait à tout moment et, comme une eau qui dépasse son niveau, commençait à monter le long des murs, à s'enfler autour des piliers, à déborder sur les entablements, sur les corniches, sur les appuis des fenêtres, sur toutes les saillies de l'architecture. En ce moment, midi sonna. Puis, il se fit un grand remue-ménage, un grand mouvement de pieds et de tête, une grande détonation générale de tout et de mouchoirs. Chacun s'arrangea, se posta, se haussa, se groupa, puis un grand silence. Tous les cous restèrent tendus, toutes les bouches ouvertes, tous les regards tournés vers la table de marbre. Rien n'y parut. Les 4 sergents du bailli étaient toujours là, roides et immobiles comme 4 statues peintes. Tous les yeux se tournèrent vers l'estrade réservée aux envoyés flamands. La porte restait fermée et l'estrade vide. Cette foule attendait depuis le matin 3 choses. Midi, l'ambassade de Flandre, le mystère.
Midi seul était arrivé à l'heure. Pour le coup, c'était trop fort. On a attendu 1, 2, 3, 5 minutes, un quart d'heure, rien ne venait. L'estrade demeurait déserte, le théâtre muet. Cependant, à l'impatience avait succédé la colère. Les paroles irritées circulaient, à voix basse encore. Le mystère, murmurait-on sourdement, les têtes fermentées. Une tempête qui ne faisait encore que gronder flottait à la surface de cette foule. Le mystère et au diable les flamands! S'écria de toute la force de ses poumons en se tordant comme un serpent autour de son chapiteau. La foule battit des mains. Le mystère et la Flandre à tous les diables! Il nous faut le mystère sur le champ! Ou m'est avis que nous pendions le bailli du palais en guise de comité et de moralité. Bien dit, cria le peuple, et entamant la pendaison par ses sergents. Une grande acclamation suivit. Les 4 pauvres diables commençaient à pâlir et à s'entre-regarder. La multitude s'ébranlait vers eux, et ils voyaient déjà la frêle balustrade de bois qui les en séparait ployer et faire ventre sous la pression de la foule. Le moment était critique. À sac! Criait-on de toutes parts. En cet instant, la tapisserie du vestiaire que nous avons décrit plus haut se souleva. Il donna passage à un personnage dont la seule vue arrêta subitement la foule et changea comme par enchantement sa colère en curiosité. Silence! 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 Le personnage, fort peu rassuré et tremblant de tous ses membres, s'avança jusqu'au bord de la table de marbre avec force révérence qui, à mesure qu'il approchait, ressemblait de plus en plus à des génuflexions. Cependant, le calme s'était peu à peu rétabli. Il ne restait plus que cette légère rumeur qui se dégage toujours du silence de la foule. « Messieurs les bourgeois, dit-il, et mesdemoiselles les bourgeoises, nous devons avoir l'honneur de déclamer et représenter devant son éminence, monsieur le cardinal, une très belle moralité qui a nom, le bon jugement de madame la Vierge Marie. C'est moi qui fais Jupiter. » Son éminence accompagne en ce moment l'ambassade très honorable de monsieur le duc d'Autriche, laquelle est retenue alors qu'il est à écouter la harangue de monsieur le recteur de l'université à la porte-Baudet. Dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. Il est certain qu'il ne fallait rien moins que l'intervention de Jupiter pour sauver les 4 malheureux sergents du bailli du palais. Cependant, tandis qu'il haranguait, la satisfaction, l'admiration unanimement excitée par son costume se dissipait à ses paroles. Et quand il arriva à cette conclusion malencontreuse, « Dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons », sa voix se perdit dans un tonnerre de huées. « Commencez tout de suite, le mystère, tout de suite !» criait le peuple. « Commencez tout de suite, Abbas Jupiter et le cardinal de Bourbon, tout de suite la moralité !» répétait la foule. « Sur le champ, tout de suite, le sac et la corde au comédien et au cardinal !» Le pauvre Jupiter, hagard, effaré, pâle sous son rouge, laissa tomber sa foudre, prit à la main son bicoquet. Puis, il saluait et tremblait en balbutiant. « Son éminence, les ambassadeurs, Madame Marguerite de Flandre. » Il ne savait que dire. Au fond, il avait peur d'être pendu. Pendu par la populace pour attendre, pendu par le cardinal pour n'avoir pas attendu. Il ne voyait des 2 côtés qu'un abîme, c'est-à-dire une potence. À suivre.